On vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Pour nous, c'est une vraie joie de vous retrouver lors de ce rendez-vous où on vous présente nos nouveautés de fin d'année. Là, on a sélectionné la crème de la crème et en plus, 2023 s'annonce comme un grand cru. Donc un grand cru côté crème, ça va donner une sélection très savoureuse, je l'espère, du côté du plaisir, du côté des enfants, du côté de livres liés à Noël ou cadeaux, ou qui dépasseront largement le côté cadeau de leur première approche. Des livres dont on espère qu'ils vous donneront beaucoup de joie à découvrir et qu'ils compteront pour leurs lecteurs. Certains de nos auteurs sont là pour en parler avec nous devant vous et ça nous comble de joie là aussi. On va commencer avec un livre dont vous avez déjà entendu parler pour la plupart d'entre vous puisqu'il sort le 30 août et parfois c'est assez rare, on en a même entendu parler par vous, par l'intermédiaire de vos représentants ou des Ardentes qui s'occupent des relations presse et libraires, ce qui montre bien que c'est un des livres événements que, en tant qu'éditeur, on peut être très fier de porter. C'est un livre qui est une vraie première en édition et qui raconte quelque chose de très important. C'est une histoire de France au féminin. J'ai la grande joie d'accueillir Blanche Sabat, sa dessinatrice, Sandrine Mirza, son autrice, et Marine Tasso, son éditrice. C'est une équipe de choc 100% féminine pour un livre extrêmement ambitieux, qui est à la fois engagé et en même temps qui se veut réellement objectif, qui est le livre qui redonne aux femmes leur place dans la grande histoire. Donc j'ai la grande joie d'accueillir Blanche Sabat, la dessinatrice du livre. Sandrine Mirza, son autrice, scénariste. Et Marine Tasso, son éditrice. Donc je vous disais, une équipe 100% féminine. Parce que le sujet le mérite, le vaut bien, et qu'elles ont relevé un sacré défi ensemble et elles vont vous en parler. Alors bonjour à tout le monde. On est très heureuse d'être ici pour vous présenter enfin ce livre. Parce qu'il est un événement pour nous, qui est un événement pour Casterman, qui est un événement dans vos vies d'autrices, et on l'espère pour les futurs lecteurs et lectrices. Donc je représente rapidement Blanche. Donc tu es autrice, dessinatrice de bande dessinée, militante féministe et climat. Tu milites notamment via ton compte Instagram très suivi, La Nuit remue Paris. Et une de tes bandes dessinées, Mythes et Meufs, est bien connue des libraires. Sandrine, tu es historienne de formation. Tu es autrice pour la jeunesse depuis plus de 20 ans. Et on a déjà travaillé ensemble à la scénarisation de livres pour les plus petits. Et aujourd'hui, on va parler donc d'Histoire de France au féminin qui vient combler un manque terrible sur la représentation de l'autre moitié de la population dans le récit historique. Alors c'est vrai qu'on a vu une vague d'ouvrages ces dernières années, une vague initiée par Aïk Audace, par Pénélope Bagieux et Les Culottés en 2016. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de titres qui célébraient des femmes exceptionnelles. Donc exceptionnelles, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'était une succession de portraits. Or aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu vraiment bâtir ensemble, c'est un récit, donc un récit historique en bande dessinée, un récit qui met en scène à la fois les figures de l'histoire, mais aussi les femmes réelles, les femmes du quotidien. Un récit donc destiné aux collégiens, au tout public, qui entremêle l'histoire de notre pays ainsi que l'histoire de la condition féminine pour faire bouger les représentations. Donc voilà, c'était un défi de taille. Est-ce que vous voulez nous dire un peu pourquoi c'était important pour vous dans votre parcours, par vos convictions, de le relever ?
Moi, c'était important de relever ce défi parce que, du coup, peut-être si vous voyez ce que c'est Mythes et Meufs, je me suis attachée pas mal à réhabiliter les femmes dans la fiction et comment est-ce que les histoires qu'on se raconte nous influencent au niveau culturel et du coup aussi au niveau au niveau social, en fait, tout simplement, ce qu'on s'autorise à faire et à penser parce qu'on a été éduqué d'une manière avec X et Y modèle. Et du coup, tacler le sujet des femmes dans la réalité et dans l'histoire et de personnages qui ont vraiment existé, c'était inédit pour moi. Et c'était aussi hyper important de faire confiance à Sandrine parce que moi, j'ai pas les connaissances, en fait, pour faire un travail aussi exhaustif, aussi exigeant au niveau historique. Donc, du coup, voilà, des femmes réelles. Et pour moi, au niveau du dessin, ce que ça m'a apporté, déjà, j'ai appris énormément de choses. J'ignorais vraiment peut-être 80% de ce qu'on raconte dans la bande dessinée. Et surtout, j'ai essayé de leur donner vie à ces femmes. Et c'est ce que disait Marine sur le contraste avec donc, les femmes d'exception. Et c'est vrai, et c'est super important d'avoir des modèles exceptionnels. Mais c'est aussi hyper important de représenter toutes les femmes du quotidien, de l'ordinaire, qui ont fait société et qui n'ont pas moins fait société que les femmes d'exception. Et de aussi un peu désacraliser toutes ces femmes incroyables qui sont incroyables mais qui peuvent paraître aussi un peu distantes, un peu lointaines de nous, un peu inatteignables. On peut se dire aussi qu'on ne pourra jamais se mesurer à leur degré de courage, à leur caractère pionnier, etc. Alors que du coup, moi, en les rendant en fait humaines, vivantes, des femmes comme nous, j'avais envie de rapprocher ces grandes figures d'électrices, en fait. Donc moi, en fait, je trouvais, avec Marine, on pensait qu'il n'existait rien vulgarisé, c'est-à-dire pour vraiment le grand public, sur l'histoire des femmes globalement. Donc, comme je rejoins tout à fait Marine, à la fois les femmes inconnues, les femmes connues, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. En fait, pendant très longtemps, pendant des siècles, l'histoire a été écrite par des hommes, des universitaires, pour des hommes qui s'intéressaient à certains sujets. Donc notre idée, donc depuis quelques années, par contre, il y a beaucoup de femmes universitaires, d'hommes aussi, qui se sont penchés sur ce nouveau champ de l'histoire, qui ont commencé à écrire dessus. Donc la plus connue, c'est Michel Perrault. Mais il n'existait rien à vulgariser, de vraiment vulgariser pour le tout public. Et donc on s'est attelé à cette tâche. Et comme l'a dit Marine, l'idée c'est vraiment de donner une idée plus complète et plus juste de l'histoire, comme n'importe quel champ historique. Finalement, c'est juste une œuvre, pour moi c'est juste rétablir une certaine vérité et une certaine complémentarité. Alors justement, ce travail titanesque, parce qu'on a vraiment voulu faire un livre d'histoire au contenu solide, donc qui est validé scientifiquement par Yannick Ripa, qui est spécialiste en histoire des femmes et du genre, et qui est une disciple de Michel Perrault. Comment est-ce que vous avez abordé en fait l'ampleur du travail et en quoi vous pensez que le duo que vous formez est complémentaire ? Donc en fait j'ai travaillé en amont de Blanche, donc on a commencé il y a 2 ans quand même avec Marine. Et donc déjà il a fallu lire un peu la littérature sur le sujet. Donc c'est juste titanesque au final. Donc j'ai lu des livres évidemment, beaucoup d'articles, et il a fallu faire une synthèse. Et la difficulté extrême, c'était de choisir, d'arriver à trier, parce que comme c'est un ouvrage qui doit être mis à la portée de tous à partir du collège à peu près, on ne pouvait pas être exhaustif, on ne pouvait pas tout dire. Donc voilà, donc il y a un énorme choix. Et donc moi j'ai travaillé avec Yannick Ripa, donc j'écrivais on va dire une salve d'époque, les gallo-romains ou première partie du Moyen-Âge, milieu du Moyen-Âge, etc. Marine envoyait, alors Marine commençait par relire, ensuite, une fois que Marine et moi on était d'accord, on envoyait à la spécialiste, à Yannick Ripa, qui elle commentait, amendait, précisait, etc. On refaisait tout un jeu de textes. Et à partir de là, on envoyait à Blanche. Blanche avait aussi, elle, des choses qu'elle voulait dire. Alors, on essayait de tout faire tenir. Et ce qu'on s'est beaucoup dit avec Marine, case par case, bulle par bulle, on a fait de la dentelle pour essayer de donner un maximum d'informations, mais en restant très lisible. Voilà. Ouais, moi, le défi pour moi, ça a été de mettre en image, en fait, très concrètement, et de
de aussi faire passer la narration par les images et par le dessin. Et ce qui fait que parfois, avec Sandrine, on se bagarrait parce que j'étais en mode, mais non, mais ce texte, mais là, j'ai pas la place de dessiner mon truc, il y a trop de texte. Et du coup, faire passer les images plutôt par, plutôt par la mise en scène, en fait, et par la mise en image, que écrire quelque chose de long qui prend de la place, en fait, graphiquement. C'est rigolo parce que quand on fait du dessin, et quand c'est pas nous qui rédigeons le texte, on voit les blocs de texte un peu comme en graphisme, comme des images en fait. C'est-à-dire que je vais plutôt considérer la forme qu'a la bulle et où est-ce qu'elle va être placée, plutôt que ce qu'il y a écrit, puisque je ne suis pas responsable de ce qui est écrit. Et donc ça, c'était intéressant aussi d'avoir ce rapport-là au texte. Et après, notre travail est complémentaire aussi parce que Sandrine a une approche hyper exhaustive d'historienne, de scientifique en fait. Et moi, je sais que j'avais envie de mettre des petits trucs militants partout. Et donc du coup, il a fallu aussi ne pas trahir l'exhaustivité historique. Parfois, la lecture que j'ai de certains événements, elle est amputée de certaines choses historiques parce que j'ai pas toutes les données. Et donc c'est là que le dialogue avec Sandrine est hyper enrichissant. Et à la fois, d'un autre côté, moi je peux m'amuser aussi à caricaturer les hommes profondément misogynes qui traversent notre bande dessinée, il y en a vraiment beaucoup, ou à représenter sous un jour très positif, au contraire, les nombreux alliés qui traversent aussi notre ouvrage et les hommes qui ont défendu la cause des femmes, parce qu'il y en a eu, et c'est hyper important de les mettre en avant. Et donc voilà, c'était vraiment essayer de trouver le juste milieu entre être juste au niveau du propos et être en même temps ludique et vivant et dynamique, que ce soit pas figé, que l'on soit pas assommé sous les informations et que ce soit dynamique et agréable à lire pour tout le monde. Et moi, je vois les planches pour la première fois en énorme comme ça, et je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Et justement, donc pour entrer dans ce grand sujet et pour emmener les lecteurs les plus jeunes avec nous, on suit 3 personnages, donc 2 ados d'aujourd'hui, Chloé et Jules, et leur grand-mère Mamina, qui est féministe et sachante, qui retrace l'histoire. Et donc c'est à travers ces personnages en fait que le lecteur est guidé. Et je voulais vous demander quel est leur rôle selon vous véritablement. Alors, les personnages étaient totalement indispensables parce que très vite, on s'est rendu compte que si on veut commenter l'histoire, ce n'est pas les personnages de l'époque dans laquelle on est qui peuvent avoir un recul et commenter leur propre histoire. Donc, du coup, très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir de discours, notamment de discours critiques sur ce qui se passait. Par exemple, des jeunes femmes qui étaient mariées à 13 ou 14 ans pendant l'Antiquité ou au Moyen-Âge, etc. Donc très vite, il s'est imposé qu'on devait avoir une Mamina un peu savante qui va pouvoir répondre aux questions des enfants et ce qui permet d'avoir un recul et d'avoir un commentaire sur l'histoire qui est notre commentaire actuel. Voilà, donc on a bien sûr mis une petite fille et un petit garçon, et qui chacun va progresser avec son propre chemin, et Mamina qui est plutôt en effet qui va expliquer. Je vais laisser Blanche aussi compléter sur les personnages. Oui, l'enjeu d'avoir ces petits personnages, c'est vraiment que les lecteurs et lectrices se reconnaissent et qu'ils sentent que c'est à eux qu'on s'adresse et qu'en fait cette énorme histoire de France les concerne et que ça les invite aussi à avoir un regard critique par rapport à ce qu'on leur raconte. Parce qu'au final, cette histoire, c'est aussi l'histoire de millénaires d'oppression des femmes. Et donc du coup, pour que ce soit pas décourageant, parce que parfois ça a été décourageant à dessiner. Très honnêtement, en dessinant des femmes en souffrance à toutes les époques, depuis que les hommes savent écrire et les femmes savent écrire, c'est douloureux. Enfin, parfois c'est difficile de se confronter aussi à ce récit de notre oppression depuis des siècles. Et donc du coup, quand on est confronté à ce récit-là, avoir des petits personnages déjà qui rappellent que on a parcouru un peu de chemin, ça s'ouvre sur le 8 mars. C'est la première case. Depuis ces époques, mais aussi qu'ils puissent dire, comme a dit Sandrine, donc les mariages forcés très très jeunes, mais aussi à un moment il y a un passage sur l'esclavage et sur les révoltes d'esclaves, etc., qui ont été réprimées de manière absolument ultra violente et atroce. Et en fait, parfois j'ai l'impression qu'on nous tend un récit, c'est absolument atroce, et puis il n'y a pas de commentaire. Et on est un peu laissé avec ça en mode, on a été opprimés depuis la nuit des temps, ok. Alors que là, on a ces petits personnages qui s'indignent. Je sais qu'à un moment, on cite, je ne sais plus quel philosophe grec et ce qu'il raconte sur les règles, et on a la petite Chloé qui dit, mais n'importe quoi. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir une enfant de 13 ans, 14 ans qui dit, mais c'est n'importe quoi. Et Mamina qui abonde dans son sens, qui dit, oui, effectivement, c'est n'importe quoi, mais c'était ce qui était répandu à l'époque. Et du coup, d'avoir ce ping-pong entre
actualité et le récit qui a été produit, ça invite à avoir un regard critique sur les récits qu'on reçoit. Et du coup, au-delà de notre BD à nous, en général, je trouve que ça peut former un esprit critique aussi, un peu par l'exemple, quoi. Alors, un tout dernier mot, parce qu'on a peu de temps. Quelle femme vous retiendrez, ça peut être au pluriel, et en quoi elles peuvent inspirer les futurs lecteurs? Moi, le groupe de femmes qui m'a beaucoup marqué en faisant cette BD, c'est les femmes artistes. En fait, c'est les femmes peintres, écrivaines. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était un domaine où elles avaient eu à conquérir, comme presque tous les autres domaines, et où elles avaient beaucoup manqué de légitimité, où on pense toujours au grand auteur, avec un grand A, au grand artiste, etc. D'ailleurs, la féminisation des métiers artistiques, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de gens qui ça donne de l'urticaire quand je dis peintresse, quand je dis écrivaine, alors qu'en fait, des femmes, peintresse, écrivaines, autrices, il y en a eu un peu tout le temps, et en fait, elles se sont servies de ces arts pour revendiquer d'avoir plus de droits. Et en fait, ça a été un moyen de leur émancipation, ça a été d'écrire et de dessiner. Et comme on écrit et on dessine avec Sandrine et qu'on fait une BD pour s'émanciper, je trouve qu'il y avait une vraie parenté entre ces femmes qui se sont servies des domaines artistiques pour se libérer et nous, ce qu'on essaye de faire un peu dans la continuité de ça. Donc ça me fait trop plaisir de dessiner des femmes qui dessinaient, c'était hyper fort. Moi, sans surprise, c'est les combattantes en fait. C'est savoir que depuis des siècles, depuis toujours, des femmes justement ont combattu pour leurs droits. Ça, moi, ce que j'avais pas bien identifié et ce qui m'a sauté aux yeux, et enfin à nous trois, c'est que cette histoire du combat des femmes n'a pas du tout été linéaire. On ne part pas d'une antiquité, puis petit à petit ça s'améliore, puis à la Renaissance c'est super, et puis voilà, pas du tout. C'est vraiment des rétropédalages sans arrêt, des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Donc moi, voir les gens qui ont combattu comme ça va de Olympe de Gouges, qui en a quand même perdu la vie. Ça va sur Hubertine Auclair et pour les récentes sur Simone Veil, avec, comme l'a dit Blanche, ce qui est très important, voir que beaucoup d'hommes ont été féministes, notamment Condorcet, Victor Hugo, ont pris vraiment fait et cause pour les femmes, ont écrit pour les femmes. Et en fait, ils dénoncent, ces gens-là, l'injustice. Et si on traite dans des sujets complètement différents les gens qui défendent les dauphins ou les baleines, pas besoin d'être un dauphin ou une baleine pour comprendre l'injustice et pour défendre ce qui est injuste. Et justement, les enfants sont extrêmement sensibles à l'injustice. Donc un homme comme une femme ont pris fait et cause. Beaucoup ont prêché dans le désert pendant pas mal de temps. Il se trouve que maintenant, on a eu vraiment des avancées très importantes qu'il faut acter. Mais quand je vois, moi, avec le recul, justement les avancées et les retours en arrière, ce que ça m'évoque, c'est qu'il faut faire très attention, qu'un recul est toujours possible et qu'il faut vraiment défendre nos droits et faire très attention. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Alors, voilà, toutes les deux, je vous remercie beaucoup. Et on espère que ça sera entre toutes les mains. Voilà. Merci. C'est la première fois depuis 2001 qu'il va y avoir une nouveauté en album dans la série Ernest et Célestine, donc depuis le dernier album qu'a écrit et dessiné Gabriel Vincent juste avant sa mort. C'est du coup évidemment quelque chose d'extrêmement important pour la maison Casterman qui a vu la naissance de ce duo qu'on ne présente plus, qui a vu aussi tout son développement, qui a vu des générations d'enfants et de parents tomber en amour avec cet univers, avec cette relation si particulière entre une petite souris et un gros ours qui parlent de famille autrement, cet univers très moderne avant l'heure, cette façon si jolie sans aucune mièvrerie de raconter la vie, l'amitié et les choses qui ont du sens. Du coup, pour imaginer une nouvelle histoire, il nous fallait aussi quelqu'un qui pouvait s'emparer de cet exercice en apportant quelque chose d'aussi important. Et
nous avons choisi, je ne la vois même pas, Astrid Desbordes, que j'invite à me rejoindre, pour parler de cette nouveauté, ce nouvel album Ernest et Célestine qu'on a décidé de publier ensemble. Et que je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas encore le vrai, c'est juste une maquette. Il aura un titre qui brille, il a un très beau papier et un format qui change un peu. Astrid, merci d'avoir accepté de venir. Avec plaisir. En parler. Merci déjà d'avoir accepté ce défi. Tout le monde dans cette salle te connaît. Évidemment, tu es l'autrice de Mon amour et de la série Phénomène en édition jeunesse qui est Archibald. Tu as écrit aussi bien d'autres livres et puis tu es éditrice en jeunesse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés chez Nathan il y a bien longtemps. Et c'était pour moi une évidence de faire appel à toi pour prendre la suite, on va dire, de Gabriel Vincent, tant il y a entre vos univers des choses qui me font penser les uns aux autres. Ça, c'était mon idée de départ. Mais toi, comment est-ce que tu l'as reçu et qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter de relever ce défi du nouvel album? Ouais, bah alors c'est sûr que moi j'ai pas, c'était ton idée immédiate. Moi, ça m'a un peu impressionnée parce qu'il se trouve que j'adore cette série. C'est vraiment une de mes séries jeunesse, pour pas dire la série jeunesse vraiment que j'aime le plus. J'ai toujours un immense respect pour cet univers que je trouvais à la fois très poétique et puis subtilement politique. Voilà, elle brancarde les conventions sociales, la bourgeoisie. Enfin, elle y va, Gabriel Vincent. Je trouve ça super. Vraiment, cette série, j'adore. Et quand Céline m'a proposé, je me suis dit, waouh, quand même, c'est pas n'importe quoi de se mettre dans les pas de cette dame. Donc au début, voilà, j'ai hésité. Puis en même temps, j'avais très envie parce que vraiment, encore une fois, s'il y a bien une série, on m'aurait proposé à peu près n'importe quelle autre série, je pense que j'aurais décliné. Mais là, vraiment, je me suis dit quand même, je vais essayer. Et puis, en plus, Céline m'avait offert le livre de Daniel Pénac. Ça m'avait un peu autorisé. Je me suis dit, bon, sans comparaison aucune, évidemment, mais je me suis dit, lui, il a osé réinventer quelque chose d'un univers qu'il aimait autant que moi. Et puis donc voilà, j'ai essayé. L'enjeu pour moi, c'est comme quand par exemple un chanteur veut rendre hommage à un autre chanteur dans son concert. S'il fait exactement pareil avec les mêmes intonations, le même style, bon, la prouesse technique est là, mais c'est un peu raté. Donc là, je me suis dit comment faire. Céline m'a dit, m'a très bien aiguillée, m'a dit bon, en fait, ce serait bien de faire beaucoup plus long parce que c'est vrai que les albums, ils sont très courts. C'est que du dialogue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelque chose de très c'est que du dialogue, c'est très court, c'est voilà, et puis voilà. Donc je pouvais, de toute façon, on avait aussi une problématique d'image dont Céline parlera après. Donc moi je me suis dit bon, quelle forme ça va prendre. Donc je vais insuffler un peu de narration, mais il faut que je respecte quand même l'esprit de Gabriel Vincent évidemment, avec une narration un peu sobre. Et puis voilà, et puis j'ai imaginé une histoire que je vais vous raconter si tu veux en deux mots, avec aussi, parce que j'aime aussi beaucoup la forme épistolaire, donc je voulais mettre quelque part une forme épistolaire, puis c'est quand même un peu contraignant, donc je l'ai gardé, mais voilà, par petites touches. Donc c'est une histoire, alors tout commence un dimanche matin chez Ernest et Célestine. Il y a une fête dans la ville. Ernest doit jouer du violon, donc il est attendu, et Célestine veut être élégante, elle cherche un chapeau, et puis elle trouve pas, elle cherche des boîtes, tout tombe, elle s'énerve, enfin le ton monte, et puis il y a une dispute entre eux, une dispute assez insignifiante, une broutille, mais enfin elle part quand même très en colère. Lui part de son côté à la fête, il va jouer du violon, il va faire la musique. Et puis le soir, quand il rentre, il ne se voit pas de la journée, le soir quand il rentre chez eux, il s'attend à trouver Célestine, et Célestine a laissé une lettre sur la table en disant tu vois la jolie maison à l'entrée de la ville, la jolie maison bourgeoise, la maison des souris, un tel et un tel. Et ben, ils m'ont proposé de m'installer chez eux parce que je pense, enfin, la maman de cette maison pense que c'est mieux que les souris vivent entre elles. Et donc voilà, Célestine s'en va, elle quitte Ernest et elle va s'installer chez les souris. Voilà, il va y avoir toute la semaine entre Ernest et Célestine un échange de lettres où ils se donnent des nouvelles pas tout à fait, voilà, ils veulent pas tout à fait sincères, disons. Et puis chez les souris, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Voilà. Donc voilà, cette histoire, voilà, je l'ai voulu assez sobre. De toute façon, bon, globalement, je sais pas que j'aime pas, je ne sais pas écrire très long, mais bon, c'est quand même un peu plus long que les albums classiques Ernest et Célestine. Et puis surtout, je voulais respecter vraiment cet univers, parce que
en fait, ce que j'adore dans cet univers, c'est que dans les années 80, je ne suis pas experte quand même sur la série, mais 81, le 81, premier album. elle a presque inventé, Gabrielle Vincent, la sobriété heureuse dont on parle aujourd'hui. Hein. On était vraiment sur une vie de bohème, toutes les conventions bourgeoises sont bien égratignées. Enfin, je la trouve super avant-gardiste, même dans son dessin. Elle fait pour moi, c'est presque pas un dessin jeunesse. Elle va pas chercher des thèmes ou des dessins mignons qui plaisent à l'enfant ou qui sont supposés plaire à l'enfant. On sent qu'elle est un peu rebelle, j'en sais rien, mais qu'elle a une liberté totale. Et voilà. Et du coup, ça, j'adore dans cet univers. Et donc, j'ai essayé de respecter le plus possible, mais encore une fois, sans imiter du tout ce qu'elle faisait, parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas une 22e histoire à la Gabrielle Vincent. Et en effet, c'est ça qui nous a intéressés. Du coup, comme Astrid a inventé une vraie histoire, on a essayé de puiser dans tous les dessins de Gabrielle Vincent le plus possible d'aquarelles et de dessins qui pouvaient illustrer le texte d'Astrid. Et puis quand il nous manquait des petites choses ou qu'on en avait à modifier, on a fait appel à une illustratrice qui s'appelle Marie Fluzin et qui s'est glissée discrètement et avec grand talent dans le stylo, la plume et le pinceau de Gabrielle Vincent pour créer par exemple un personnage de souris adulte. Il n'y a aucun personnage de souris adulte dans Ernest et Célestine qu'Astrid a inventé, qui est un professeur assez désagréable, qui insiste beaucoup sur les bonnes manières aux grandes dames de Célestine. C'est vrai que quand j'ai écrit, moi j'avais quand même cette question des images. Bon, je connais bien l'univers, donc je voyais qu'il y avait des souris, des ours, des boutiques. Enfin, il y a une iconographie particulière, mais je voulais pas non plus me dire bon bah ça va pas. Puis Céline m'a dit oui, il y a une illustratrice très talentueuse qui va pouvoir compléter. Mais en fait, finalement, il y a pas mal d'illustrations originales. Oui, il y en a énormément. Un peu retouchées, mais qui collent très bien quand même. Voilà, on est vraiment complètement dans l'univers. Et d'ailleurs, les ayants droit, la petite nièce en l'occurrence de Gabrielle Vincent, qui gère la fondation, a applaudi des deux mains à ce double travail de création qu'ont mené Astrid et discrètement au dessin Marie Fluzin. C'est un exercice difficile, dommage, c'est comme où tu parlais d'une reprise en chanson, il faut à la fois y être et ne pas y être. Ce qui est formidable, c'est que c'est à la fois du vrai Gabrielle Vincent et du pur Astrid Desbordes, et ça je trouve que chapeau. Voilà. J'espère que vous aurez grand plaisir à lire cette histoire. Jolie fabrication et bel écrin qui sort en septembre et que nous sommes en train de finaliser en ce moment. Merci beaucoup, Astrid. Merci à toi, merci à tous. Notre dernier invité est venu de Strasbourg, en passant par Lisbonne. Il a fait un petit détour pour vous parler avec son éditrice Clémence Barre de son prochain album qui, cette année, sera du côté de la jeunesse. David Sala est l'un des rares, très très rares illustrateurs qui peut naviguer entre la jeunesse et la bande dessinée avec la même aisance et le même talent. Ce qui est incroyable, c'est qu'il les traite chacun avec une exigence similaire. Il met autant d'exigences dans ses livres jeunesse qui, comme vous le savez tous, ne sont pas un sous-genre que dans ses bandes dessinées adultes. Il cherche à aller toujours plus loin. Il est en perpétuelle recherche, en perpétuelle exploration pour proposer quelque chose de neuf. Et c'est le cas cette année encore, et en particulier parce qu'il s'agit d'un classique. La notion de vision a vraiment du sens. David et Clémence, je vous invite à nous rejoindre. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. La vache, ça chauffe. J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux avec les images de David. Et merci beaucoup, David, d'être avec nous. C'est vraiment une chance d'avoir l'illustrateur pour pouvoir parler des images de ce bel album. Alors, je vais commencer par te demander, pour toi, David, c'est un peu un retour à un conte classique parce que tu avais déjà fait ça avec La Belle et la Bête en album jeunesse. Cette fois-ci, c'est Hansel et Gretel, donc un conte qu'on connaît vraiment tous très bien.
Qu'est-ce qui t'a inspiré et donné envie d'illustrer ce conte ? L'envie de trouver une autre manière aussi d'illustrer. C'est toujours un prétexte souvent de travailler sur un conte classique. Je l'ai fait qu'une seule fois, effectivement, comme tu le disais, avec La Belle et la Bête. La plupart du temps, c'est des ouvrages écrits c'est des ouvrages originaux. Et là, c'est vrai que le fait de s'attaquer à un classique, ça me permet aussi de trouver une manière différente à chaque fois de mettre en image des contes qu'on connaît par cœur. Et puis ce conte-là, c'est un conte que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pourquoi tu l'aimes beaucoup ? Pourquoi j'aime beaucoup ? Parle-nous un peu par rapport à l'histoire, ce qu'on trouve dedans, les motifs, l'ambiance. Qu'est-ce qui t'a Alors, il n'y a accroché ? pas beaucoup de motifs dans ce texte-là, dans mes images, mais par contre, c'est le thème de l'abandon. C'est un thème qui est fondamental dans la littérature jeunesse. Et puis, il y a aussi un personnage important qui est la forêt. Et c'est quelque chose que j'aime dessiner, peindre. Et puis, bien sûr, le rapport entre ces deux personnages, entre Hansel et Gretel, qui prennent soin l'un de l'autre. Et je trouvais ce contraste intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas le nier. C'est vrai que c'est un plaisir aussi d'illustrateur de s'attaquer à des contes qui ont été aussi souvent illustrés, d'essayer de trouver malgré tout une voie, un chemin pour essayer de faire en sorte que ce conte devienne un peu plus contemporain et voilà, reste près de nous. Donc pour toutes ces raisons, donc il y a un côté un peu défi graphique de pouvoir y apporter quelque chose de personnel, l'histoire qui est extrêmement forte et encore d'actualité. Et voilà, pour toutes ces raisons-là. Oui, tu as parlé de la forêt comme personnage vraiment à part entière, et c'est vrai que ça m'intéresse pas mal la manière dont tu as traité les personnages en fait dans ta version d'Hansel et Gretel, parce qu'on a travaillé un texte en interne à partir de traductions assez classiques, les traductions de base des frères Grimm, et on a essayé de rester assez traditionnel en fait dans notre version en ce qui concerne le texte pour te donner plus de place, de liberté, d'expérimentation et pour vraiment t'emparer des personnages à ta manière. Donc je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Par exemple, les enfants, là on voit des images de Hansel et Gretel qui se tiennent dans les bras l'un de l'autre et de Gretel au cœur de la forêt. Voilà, comment tu les as interprétés à ta manière, comment tu te les as appropriés ? Alors, ce qui était important, c'était surtout de les faire exister dans cet univers que je voulais étrange. Et en même temps, cette forêt, elle est presque parfois presque surréaliste. Là, on le voit. C'est une forêt, mais une forêt en même temps inquiétante, en même temps rassurante, espèce de jeu de matière qui me permettait ça. Et eux au milieu de cet univers hostile. Donc il fallait créer quelque chose de espèce de contraste entre ces couleurs finalement assez envoûtantes et en même temps cette forêt qui a l'air d'être dangereuse, et elle l'est d'ailleurs. Et tu as réussi à faire passer une vraie tendresse entre les deux enfants, je trouve. Et aussi la solidarité, parce que moi c'est ce que j'aime bien dans ce conte, c'est que on a d'abord le grand frère qui veut protéger sa petite sœur, et ensuite il y a une sorte de retournement aussi dans l'histoire, parce que c'est la petite sœur qui va aussi se débarrasser de la sorcière et sauver son grand frère à la fin. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui te touchait aussi pas mal. Oui, c'est vraiment sur la fin de l'album où cet élément était important. Alors je ne sais pas si on le verra, ouais, c'est là. Et une image qui est un peu le symbole de ça, c'est-à-dire qu'à la fin du livre, il trouve le trésor de la sorcière. Et effectivement, dans le texte et même dans mes premières intentions, c'était vraiment de se dire ils sont extrêmement surpris, heureux de trouver ce trésor. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était pas la bonne direction, parce qu'en réalité, bien sûr, il y a de l'argent, bien sûr, il y a des pièces d'or, il y a des pierres précieuses, mais avant tout, ce que je voulais montrer, c'est que Gretel était juste heureuse de retrouver son frère vivant.
et que finalement le trésor, il est même dans les regards, en fait, ils sont au milieu du trésor, mais c'est pas ce qui compte. Et c'est ce que je voulais montrer à travers cette image. Et dans tout le livre, effectivement, c'est ça que j'ai mis en avant, c'est qu'ils se lâchent jamais. Et ce lien me paraissait essentiel, effectivement, en tout cas à transmettre dans mes images. Et il y a aussi la sorcière qu'on n'a pas encore vue, je crois, voilà, qui n'est pas comme les sorcières de Hansel et Gretel qu'on a toujours vues. Enfin voilà, c'est pas une vieille femme aux doigts crochus, toute voûtée, très 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 vieille. Et même la maison, on peut voir là la maison tout en sucre de cette sorcière. Dis-nous un peu, voilà, pourquoi tu es parti sur toute autre chose. C'était un des défis. Il y avait plusieurs défis dans ce livre. Le premier, c'était pour moi la forêt. C'était comment mettre en image cette forêt. Et c'est vrai que c'était une discussion qu'on a eue ensemble très tôt, de dire comment tu vas faire cette maison en pain d'épices. Et pendant longtemps, c'était un problème de dire mais qu'est-ce que je peux faire d'autre à part ne pas la faire finalement, parce que d'être trop dans voilà, on l'a vu 1000 fois cette maison en pain d'épices, qu'est-ce que je peux apporter d'autre, et ça a mis un peu de temps, voilà, et donc je voulais que cette maison elle soit presque vivante, donc il y a ce côté un peu organique comme ça, où elle crache une sorte de guimauve qui alors on a effectivement essayé, et tu as essayé d'adapter le texte à l'image, parce que finalement il n'y a pas de pain d'épices, et donc essayer de mettre l'évocation de l'odeur et puis de cette matière effectivement un peu étrange. Donc voilà, c'était un des défis. Le deuxième, cette sorcière qui devait évoquer autre chose. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de faire nouveau pour faire nouveau, mais d'apporter quelque chose, une vibration particulière. Et c'est vraiment tout le défi d'illustrer un conte classique. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter qui va faire en sorte que le lecteur va redécouvrir ce texte, va avoir envie de relire Hansel et Gretel. Voilà, un conte qui doit être relu, et voilà, c'est tout ce travail-là. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps, des mois de travail, et puis à la fin, on a un livre qu'on espère singulier. Et alors j'aimerais bien que pour finir, on aborde un peu d'un point de vue plus technique ton travail de la peinture sur cet album, parce qu'on voit depuis tout à l'heure des détails de chaque image, on voit vraiment la matière, il y a quelque chose d'organique et minéral à la fois. Enfin, c'est difficile à définir, mais voilà, quand on voit ces détails très zoomés sur tes images, on a l'impression de voir de l'écume, du bois, de la pierre, alors que c'est que de la peinture finalement. Donc voilà, comment tu as expérimenté au niveau de la technique quand tu as peint ? Alors pour chaque livre, l'idée c'est de trouver une manière différente de traiter l'image. Et c'est vrai que souvent, depuis quelque temps, en fait, mon travail de bande dessinée nourrit la jeunesse et inversement. Et c'est vrai que dans mon dernier livre, Le poids des héros, il y avait ce travail avec la gouache où parfois je laissais fuser la peinture. Et je voyais qu'il y avait une matière qui était intéressante. Cette technique marche bien avec l'aquarelle, marche bien avec la gouache, mais je voulais le faire avec de la peinture à l'huile. Et l'huile n'est pas adaptée vraiment à ça. C'est un médium où on doit travailler en empattement. Et c'est vrai que j'ai fait des essais pour essayer de trouver quelque chose qui me donne l'impression presque de quelque chose de liquide. Et donc j'ai travaillé avec du médium, beaucoup de médium, ce qu'on ne doit pas faire normalement, parce que c'est extrêmement long à sécher. D'ailleurs, la première fois où je t'ai montré cette image, il a fallu que j'arrive chez Casterman avec une espèce de coffre comme ça, parce que l'image n'était pas sèche évidemment. L'idée c'était quand même de pouvoir vous montrer un peu la direction visuelle qu'allait prendre cet album. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une autre façon de peindre finalement, une autre liberté. Donc je jouais avec cette peinture liquide et puis aussi cette peinture épaisse qui me permettait justement d'avoir un contraste de matière
Et donc chaque image était une découverte parce que je ne sais pas vraiment où j'allais. Mais je jouais avec ce côté très liquide et en même temps, justement, la tradition de la peinture à l'huile. Là, on le voit effectivement sur une des images où la peinture c'est presque de l'eau, quoi, finalement. Et c'était vraiment ce qui était intéressant, de jouer sur ce contraste-là. Il y a une dernière image encore après qui est magnifique. Voilà. Donc assez magnifique vraiment à voir aussi bien de près que quand on a l'image complète. Je crois que c'était un certain temps de séchage aussi avec cette manière de faire. Oui, en fait, il faut vous imaginer, mon atelier était parsemé de dessins parce qu'aucun était... voilà, ça mettait 2-3 mois à sécher. Donc voilà, donc j'ai vécu en enjambant tous mes dessins jusqu'au jour où ils étaient à peu près secs. Et pas vraiment parce qu'encore aujourd'hui, quand je les transporte, ils collent encore entre eux et je pense que ça va durer encore quelques mois, mais voilà. Bon, la difficulté passée, c'est vrai que c'était avant tout à chaque fois, et c'est ce que je fais pour chaque livre. Le précédent, le Géant Chagrin, on était à l'inverse avec un travail à l'huile avec du pastel gras, quelque chose avec une matière très, très présente, effectivement, et de pouvoir travailler avec quelque chose de plus... de plus léger parfois, donne à ce conte un aspect plus contemporain qui j'espère apportera quelque chose de différent. Voilà. On a très très hâte de le voir imprimé et d'avoir le livre entre les mains. Il va être vraiment magnifique. Merci beaucoup, David. Merci. C'est vraiment une digne... on ne va pas dire une suite au Poids des héros parce que c'est tout sauf une suite, mais un très très bel opus jeunesse que nous réserve David. Merci beaucoup à nos auteurs, à Blanche et Sandrine, à Astrid, à David d'être venus avec nous. Pour finir, on va se livrer à un petit exercice de teasing sur la fin de l'année. On s'était donné 10 minutes pour vous parler de 10 livres. Je crois qu'il va nous rester 5 minutes pour vous parler de 10 livres. Donc la substantifique moelle ou la crème de la crème, comme vous voulez. Ce sont des enjeux, ce sont des coups de cœur. Différents types de livres pour vous montrer toute la variété de l'offre de Casterman Jeunesse et faire briller les yeux de tout le monde avant la saison des fêtes. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter Julie Cotte qui vient de nous rejoindre pour s'occuper de la petite enfance et qui va vous présenter le premier livre. Je suis ravie... Oui, je suis ravie de rejoindre la belle maison Casterman et de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des livres marionnettes, la collection Phénomène que vous connaissez tous, avec 4 nouveautés dans le thème de Noël. Donc, toujours le même principe, des prénoms donnés le plus couramment dans les naissances. Donc Jade, qui est le premier prénom féminin 2022. Voilà, donc Jade la licorne. Il y a aussi Juliette la chouette, Bébé taupe et puis Bébé fantôme qui est en spécial Halloween. Voilà. Et j'ai oublié le petit Père Noël spécial Noël, donc un livre câlin. Voilà, donc une offre de saison. Le deuxième ouvrage, c'est un calendrier de l'Avent, on pourrait dire, pas comme les autres. Ça s'appelle « Comment Winston a sauvé Noël ». Un gros livre bien copieux avec 24 chapitres et demi. Vous aurez suivi mon regard. On va lire chaque soir un chapitre comme on ouvrirait une petite fenêtre du calendrier de l'Avent. Et chaque jour aussi découvrir une activité de Noël, de cuisine ou de décoration. Une histoire extrêmement savoureuse avec une petite souris vaillante qui trouve dans la neige une lettre au Père Noël égarée par l'enfant qui devait la poster et qui va se mettre en tête d'aller la porter lui-même au Père Noël pour que l'enfant ait son cadeau. Et donc va braver 1000 dangers. Absolument irrésistible. Un vrai bonbon de Noël. Et alors, dans la lignée des merveilleux Animalium et Botanicum que vous savez très bien mettre en valeur, là, on a une belle surprise pour la fin de l'année. C'est un calendrier de l'Avent
avec un sapin qui se déploie en pop-up. Et sous chaque volet, chaque jour du mois de décembre, on trouve une très jolie décoration à l'effigie des animaux et des plantes traditionnelles de Noël. Et ces découvertes s'accompagnent d'un petit livret qui reprend le principe en fait, des ouvrages qu'on connaît. Voilà, donc c'est une très belle manière de fêter et d'attendre Noël en magie. Et un album à avoir, enfin une somme sur les dinosaures. Donc la promesse est très simple, un dinosaure par jour, et tous les passionnés, on sait qu'il y en a, de dinosaures ont le plaisir de découvrir chaque jour, donc ça fait bien 365 dinosaures, un cadeau tout indiqué pour la fin de l'année. Côté roman, on fait des grands coq à l'âne dans cette présentation. Gwen and Art are not in love. Une super comédie romantique totalement réjouissante sur fond LGBTQIA+, qu'on rêverait tous de lire. Gwen et Art sont promis l'un à l'autre depuis la plus tendre enfance, évidemment référence à la légende arthurienne. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'aiment pas du tout et qu'en parallèle, ils en aiment d'autres. En l'occurrence, Gwen aime une chevaleresse vaillante et Art se pâme pour le frère de Gwen. Donc c'est un peu un problème dans le royaume de Camelot et il va falloir rivaliser d'inventivité pour arriver à vivre, que chacun vive sa vie amoureuse en sauvant les apparences et le royaume. Beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. On pourrait le sous-titrer Aimez qui vous voudrez, avec des dialogues et des problématiques bien d'aujourd'hui dans ce contexte médiéval. Alice Oseman, l'autrice de Heartstopper, adore et je pense qu'elle ne sera pas la seule. Alors oui, bon, sans transition, le recueil La princesse qui pue qui pète. Donc c'est notre personnage fétiche avec après un succès sur le premier Caster Minouche, il y a eu trois tomes qui sont réunis dans un recueil pour Noël, donc avec une couverture cartonnée et puis un effet paillette que je n'ai pas mais qui sera là. Voilà, et un sous-titre Conte moderne pour filles intrépide qui rend vraiment hommage à notre héroïne parce qu'au-delà du nom un petit peu rigolo et transgressif de son nom, on a vraiment une héroïne qui sait ce qu'elle veut, et qui fait ses choix. Et voilà, le sous-titre rend vraiment toute sa personnalité. Ensuite, une nouveauté en livre-théâtre dans l'univers de nos autrices, de cet enfant que j'aime infiniment. Maud Legrand et Capucine Leval, un duo de talents qui, cette fois-ci, voit cette nouvelle histoire magnifiée par la forme assez spectaculaire du livre-théâtre. 6 scènes avec 3 plans chacune à découvrir, avec des hauts et des A. Et cette fois-ci, c'est un hymne à la nature, à la beauté du monde, au ciel, aux mers, aux arbres et à tout ce qu'une maman et un enfant vont découvrir ensemble quand ils regardent le monde. Très beau cadeau de Noël en perspective. Et on retrouve Le 109 rue des Soupirs pour le 5e tome, donc une histoire toujours aussi hilarante, un récit enjoué, haletant. La mise en couleur des 4 premiers tomes à la rentrée dernière a été une réussite. On a des auteurs toujours aussi mobilisés, et notamment un monsieur Tan, Antoine Doll, avec qui on réfléchit à des passerelles autour de d'une communication croisée avec Mortel Adèle. On vous en dira plus dès qu'on en sera plus. Voilà, donc on leur souhaite beaucoup de succès et on veut encore les porter toujours plus haut. Un autre très bel album qui est le premier texte d'album de Florence Hinkel et on en est très très contente, elle et moi, parce que c'est une première pour elle. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas envie de grandir et qui en une nuit va en fait vivre tous les âges de la vie à travers un rêve qui rappelle beaucoup le voyage de Chihiro, Max et les Maxi Monstres, Alice au pays des merveilles forcément, des références vraiment très belles, mais pour un album qui a sa propre couleur, son propre ton et qui est un vrai coup de cœur pour nous, petite et grande. Et donc le dernier, pardon pour
ça s'appelle Cherche et trouve, et c'est un album pas comme les autres, avec 2 petits personnages que vous voyez sur l'écran. Cherche qui n'a pas envie qu'on le trouve, et trouve qui n'a pas envie qu'on le cherche. Ils se sont cachés dans 19 scènes fourmillantes de détails, où vous allez devenir aussi dingue que l'illustratrice Cécile a été dingue en le faisant, où il faut retrouver, chercher, trouve, qui sont vraiment bien cachés. Vrai plaisir de l'objet, très beau papier, scène fourmillante de détails, une 5e couleur fluo qui quadrille toutes les pages et ajoute des petits détails. Un vrai sens graphique, c'est l'autre métier de Cécile, cette illustratrice artiste dont on fait le premier livre, dont on publie chez Casterman notre premier livre, et dont on est très heureux. Je pense à un cadeau que les petits et les grands vont se disputer, parce que dans l'équipe et dans la diffusion, tout le monde a envie de chercher et de trouver. Voilà. Voilà, c'était un peu trop rapide, mais on a dépassé de 5 minutes. J'en suis désolée pour les suivants. Plein d'autres choses à découvrir dans notre fin d'année et il faut garder un petit peu de suspense. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci aux auteurs qui sont venus. Merci à l'équipe présente et cachée dans les coulisses et restée au bureau, le studio, le marketing, tous ceux sans qui rien ne serait possible. Merci à vous, amis libraires, de votre soutien qui compte tellement pour nous, et nous vous souhaitons un excellent été. Merci.